Bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette séance régulière du Conseil d'arrondissement de Ville-Marie du 11 mars 2025. Je vous présente mes collègues. Tout d'abord, Robert Baudry, qui est le conseiller du district de Saint-Jacques. Sophie Mauserol, la conseillère du district de Sainte-Marie. Monsieur Sazvic est avec nous par Zoom. Bonsoir, Serge. On espère que tu te remets bien de ton opération. Monsieur Sazvic, qui est le conseiller du district de Peter McGill. Madame Vicky Grondin, qui est conseillère désignée, ainsi que Madame Alia Hassan-Cournol, conseillère désignée également. Je tiens à saluer la présence des membres du SPVM qui sont avec nous aujourd'hui. Monsieur Danick Guerrero, Madame Marie-Ève Lamarche et Monsieur Guillaume Théberge. Merci d'être avec nous. Monsieur le directeur, Monsieur Labelle, je vous laisse nous présenter votre équipe. Merci, Madame la mairesse. Je suis accompagné de Mélissa Lapierre-Grano, chef de division communication et relations avec la communauté, Jean-Luc Larchevêque, directeur des services administratifs, Alain Dufresne, directeur des travaux publics, Valérie Leduc, chef de division sport, loisirs et développement social, Louis Routier, chef de division urbanisme, Maître Anne-Marie Lemieux, secrétaire d'arrondissement, et Laura Florescro, secrétaire recherchiste. Merci. Merci beaucoup. Écoutez, quelques mots peut-être sur ce qui va se discuter ce soir. Mais tout d'abord, permettez-moi de passer, de saluer et de remercier l'ensemble des équipes de Col Bleu, l'ensemble de vos équipes, M. Dufresne, qui ont fait un effort considérable, qui ont travaillé extrêmement fort dans le dernier mois avec la grosse tempête de neige qu'on a eue, c'est le cas de le dire. Puis dans Ville-Marie, c'est un arrondissement effectivement très fréquenté. On a plein de grandes institutions, des hôpitaux, beaucoup de stations de métro. Donc, de grands défis techniques et je tiens vraiment à vous remercier. Et je vous demanderai de la part de nous tous et toutes là, de passer le message à vos équipes. Sinon, je voudrais vous parler de sécurisation aux abords des écoles. Je vous en parle parce que, vous le savez, c'est un sujet qui m'est cher. Pour notre administration, depuis 2017, on a décidé que parler de la sécurisation dans les quartiers, c'était important sur les rues locales. Puis justement, je le disais tout à l'heure, dans Ville-Marie, c'est un quartier, c'est un arrondissement qui se remplit le matin, souvent de travailleurs, l'été plein de touristes, et le soir, il va y avoir moins de gens, mais il en demeure pas moins que dans Ville-Marie, il y a plein de familles, il y a des gens qui habitent, c'est des milieux de vie complets, en plus des grandes institutions que j'ai nommées tout à l'heure. Alors, la question de la sécurisation, pour moi, elle est extrêmement importante parce que moi, j'ai été élue dans Ville-Marie en 2013 et ce que je remarquais, c'est qu'il y avait un déficit en matière de sécurisation. Sécurisation, on veut dire quoi? Bien, ça veut faire passer la sécurité des plus vulnérables de la route, c'est-à-dire les piétons et les cyclistes, avant la fluidité automobile. Puis c'est sûr que dans un arrondissement comme Ville-Marie, ça amène une complexité parce que les gens veulent prendre le pont pour rentrer à la maison, veulent rentrer en ville, au centre-ville pour venir travailler, puis on le comprend. Mais moi, j'ai toujours comme mairesse, c'était toujours important pour moi de dire, d'abord et avant tout, il faut s'assurer que les enfants puissent aller à l'école à pied sans avoir peur de se faire frapper ou que nos personnes aînées se sentent en sécurité. Bon, maintenant que ça c'est dit, on le sait, dans Ville-Marie, on a eu des collisions mortelles. On pense à Maria, dans le quartier, dans le coin Partenay, qui nous a tous ébranlés fortement. Je pense que ça nous a permis, comme l'ensemble de la fonction publique de Ville-Marie, l'ensemble des élus, puis même la population, de dire, OK, on veut de la sécurisation, mais il faut en faire pour vrai. Il faut aller plus vite, plus loin. Alors, évidemment, que ce soit en matière de mettre des dos d'âne, d'élargir des trottoirs, de faire des traverses piétonnes, d'augmenter le minutage pour pouvoir traverser une rue. Quand on met des pistes cyclables aussi, ça augmente, surtout dans dans Sainte-Marie, on a des rues très larges, ça contribue au sentiment, à ralentir la vitesse. C'est pas de miracle, mais c'est autant de façons pour vraiment soutenir nos milieux de vie dans Ville-Marie. Puis un autre élément aussi qui est important, ce sont les radars photos. Malheureusement, on n'a pas la même mise là-dessus, mais ma collègue Sophie Mauserol a toujours été très, très vocable sur ces questions. Rappeler au gouvernement la nécessité, on ne peut pas mettre un policier à chaque coin de rue, mais des radars photos. Si on nous donnait le pouvoir de le faire à Montréal, on pourrait en mettre. Moi, j'aimerais ça qu'on en mette devant toutes les écoles ou du moins sur les axes où on sait que les gens prennent beaucoup de vitesse.
Bon, là-dessus, on n'a pas plein pouvoir. Par contre, ça sur quoi on a le plein pouvoir, c'est les limites de vitesse. À Montréal, vous le savez, dans les quartiers de Projet Montréal, on a beaucoup diminué les vitesses. Et ce qu'on a remarqué, c'est que, en fait, surtout dans les zones scolaires, il restait encore quelques coins dans la ville où il y a encore du 40, même du 50 km/h. Et en fait, autour de quelques écoles de Ville-Marie, il y avait des petits bouts qui n'étaient pas encore à 30 km/h. Alors, ce soir, ce qu'on vous annonce, c'est que les écoles Garneau, Pierre-Dupuis, Centennial et les collèges de Montréal et de Sacré-Cœur, qui sont les dernières écoles où il y avait encore des tronçons à 40 km/h, vont passer à 30 km/h. Comme je disais, bien, ce n'est pas juste la limite de vitesse qui contribue, c'est un paquet de mesures, mais notre administration est absolument dévouée. On va continuer à faire tout ce qu'on peut pour, là où on a les pouvoirs, de pouvoir y agir. Sur un autre sujet qui nous tient à cœur, c'est la question de la propreté. On ne lésine pas sur les efforts dans Ville-Marie. Pour toutes les raisons qu'on a évoquées, nos budgets ont toujours augmenté d'une année à l'autre. On n'a jamais, c'est vraiment pas un poste budgétaire qui a été coupé, on va le dire comme ça. Et encore cette année, bien, il y a un budget là, de 2,1 millions de dollars qui va s'ajouter à tous les efforts qui sont mis en branle. À quoi ça sert quand on annonce des sommes comme ça? C'est soit des brigades de nettoyage bonifiées, c'est-à-dire on a nos cœurs bleus qui s'occupent des poubelles et tout ça, la propreté dans les parcs, mais on a des brigades en plus. Je pense à le quartier latin, le village, plein d'autres petits secteurs où on a des équipes dédiées qui s'assurent, dans le centre-ville également, de pouvoir porter main forte et d'être encore plus efficace. Alors ça, on s'en réjouit. Puis peut-être une belle petite nouvelle en terminant, bien, on va accorder aujourd'hui plus de 150 millions. Millions! Attendez, boy, excusez-moi, monsieur le directeur. 150 000 $ pour l'achat d'arbres, d'arbustes et de petits arbres. Dans Ville-Marie, on a beaucoup augmenté la canopée. Chaque occasion de verdure, on le fait. Que ce soit une saillie de trottoir, les trottoirs élargis où on plante, bien, c'est autant de façons d'y arriver, mais avec ce montant supplémentaire qui s'ajoute déjà aux efforts considérables, je pense que ça vient... On veut contribuer à réduire les îlots de chaleur parce que, voilà, on voit que la température est de plus en plus imprévisible. En terminant, pour le soutien économique et social, parce que dans Ville-Marie aussi, on s'en préoccupe, on va favoriser la vitalité de nos zones commerciales. On va investir près de 1 million de dollars dans des projets de dynamisation des lieux publics qui sont portés, entre autres, par la SDC du centre-ville, du Vieux-Montréal et du village. Puis pourquoi c'est important? C'est que souvent, quand il y a des enjeux de sécurité, bien sûr, le SPVM fait un travail absolument important et colossal, mais on sait aussi que quand les lieux sont animés, c'est une façon extrêmement efficace de s'assurer qu'il n'y a pas de la criminalité qui vient s'incruster. Alors, c'est une façon d'y arriver, puis ça facilite aussi, puis ça favorise la cohabitation sociale. Donc, on va mettre ces montants d'argent au service de nos sociétés de développement commercial qui font un travail très important. Et finalement, on va octroyer 500 000 $ à 23 organismes ce soir qui offrent des activités de développement social et culturel. Et encore une fois, là, beaucoup pour notre population, nos citoyens, citoyennes, petits, moyens et grands. Alors, des bonnes nouvelles aujourd'hui. Et puis, sur ça, bien, je vais nous lancer dans la période, dans l'ordre du jour, bien sûr, la période de questions qui devrait, des citoyens et citoyennes, qui est vraiment très importante. Et pour y arriver, bien, je vais laisser Madame Lemieux faire la lecture du prochain point, s'il vous plaît. Bonsoir, Madame la mairesse. Alors, point 10.02, demande d'autorisation d'exercer un usage conditionnel. C'est la période d'intervention du public. Un avis a été publié dans l'édition du Devoir du 22 février 2025. Le premier dossier, c'est le 1155 boulevard René-Lévesque, 3 niveaux souterrains, usage parc de stationnement public intérieur qui correspond au point 40.05 de l'ordre du jour. Le deuxième, le lot 1 423912 pour un usage occupation événementielle qui correspond au point 40.06 de l'ordre du jour. Il s'agit donc d'une période d'intervention relative au point d'urbanisme. Ces interventions doivent précisément porter là, sur ces points. Nous donnons une période un temps de 1 minute 30 secondes pour les citoyens pour intervenir, pour chaque intervention. Alors, personne ne s'est inscrit lors de la période d'inscription. Peut-être que quelqu'un d'autre souhaiterait intervenir.
Oui, est-ce que quelqu'un, parce qu'on demande maintenant de s'inscrire, mais s'il y a des gens qui voudraient prendre la parole sur le 40.05 ou 40.06, vous en avez l'occasion. D'accord, parfait. Merci beaucoup. Et ça nous amène au 10.03, n'est-ce pas? Tout à fait. C'est bien ça, Madame Lemieux. Et nous allons faire une modification à l'ordre du jour avant de l'adopter. C'est le point suivant, c'est celui d'édicter, en vertu du règlement sur la circulation et le stationnement, une ordonnance limitant la vitesse à 30 km/h en tout temps à proximité des établissements scolaires. Alors, je vais avoir besoin d'un proposeur, d'un appuyeur, Madame Mauserol. Madame Hassan Cournol, parfait. Est-ce que ça vous va, les filles, si vous restez proposeur, appuyeur pour... Oui? Bon, parfait. Alors, l'ordre du jour étant adopté, je pense qu'on va pouvoir passer au 10.04. Je peux peut-être continuer, Madame Lemieux, si vous voulez. Ça va? Merci, Madame la mairesse. Alors voilà, on entre à la période de questions du public. Pour les habitués, vous le savez, vous avez la minuterie en face de vous. 1 minute 30 pour poser votre question. On va pouvoir y répondre et vous aurez une seconde question par la suite sur le même sujet ou enfin ce que vous voulez. Et par la suite, ben voilà, on va commencer avec le présentiel et ensuite les questions qui ont été posées par courriel. Bon, attendez, il me faut la liste, par exemple. Voilà. La jaune. Parfait. Madame Sabine Philippides. On va vous amener le micro. J'ai la langue qui fourche. Oui. Bonjour, donc Sabine Philippides, résidente du quartier Pile-McGill de longue date et aussi employée de la table de quartier Pile-McGill. Donc moi, ma question portait sur le manque d'écoles dans notre quartier. Comme vous l'avez mentionné, Ville-Marie accueille beaucoup de familles et notre quartier, entre autres, on voit un nombre grandissant de familles, mais les ressources, les services ne sont pas suffisants, notamment en ce qui concerne les écoles de proximité publiques francophones. Donc, les enfants doivent prendre le transport trop longtemps chaque jour pour se rendre dans un quartier voisin pour aller à l'école publique. Donc, plusieurs projets d'école avaient été proposés dans les dernières années, mais ont tous été mis sur pause ou délaissés. Et le dernier, c'était cette année, sur la rue de la Montagne, qui devait prévoir la rénovation d'un bâtiment. Donc moi, je viens vous demander, afin de soutenir nos familles, nos enfants, Madame la mairesse et membres du conseil, qu'est-ce que vous pouvez faire donc, sur cette situation très préoccupante et urgente pour aider nos familles? Merci. Merci beaucoup, Mme Philippides, pour votre question. Robert Baudry, je suis responsable aussi du dossier des écoles, donc du suivi des écoles. Vous avez raison d'être préoccupé parce que nous aussi, on s'en est fait faire des promesses par le gouvernement du Québec pour le secteur de Peter McGill. Des écoles, on en a vu, on ne devrait pas être en train d'en parler aujourd'hui, on devrait être en train de couper un ruban depuis même déjà très longtemps. Il y avait le Grand Séminaire à un moment donné, il y avait aussi d'autres projet que vous avez élaboré. Nous aussi, ça nous préoccupe parce que dernièrement, on avait encore la confirmation du gouvernement du Québec que c'était une priorité et qu'ils étaient en train d'acquérir un terrain parce qu'ils s'étaient engagés à acquérir un terrain. C'était avant la loi 40. Et on a appris, comme vous, qu'ils mettaient le projet d'école de Peter McGill sur pause. Alors, j'ai écrit personnellement au Centre de services scolaires pour leur faire part de la préoccupation de notre administration, mais également aussi des parents du secteur de Peter McGill, qui aimerait savoir une école de marcheurs. Puis probablement que si ça continue, mais ça va être des enfants qui vont habiter Peter McGill puis qui vont vouloir envoyer leurs enfants dans des écoles. Donc, il faut que ça bouge. Alors, on a envoyé cette lettre-là la semaine dernière. On va faire des suivis serrés avec le Centre des services scolaires, mais aussi avec le ministère pour nous assurer vraiment que ça bouge et qu'il y ait l'acquisition d'un terrain pour commencer un projet d'école. On ne peut pas mettre ce projet-là sur pause. Tout à fait. Merci beaucoup. Merci. Merci pour votre question. Je laisserai la parole à Madame Louise Desmarais. Bonsoir. Bonsoir, Madame la mairesse, Mesdames, Messieurs les conseillers. De quelle façon la Ville de Montréal compte-t-elle protéger la forge Cadieux, rue Saint-Paul-Ouest,
désormais propriété du promoteur immobilier La Forge Saint-Paul Incorporée, qui l'a acquise en janvier de cette année. L'édifice ainsi que l'équipement qui se trouve à l'intérieur de la forge sont d'intérêt patrimonial, culturel et historique et pourraient s'inscrire dans le contexte du projet Quartier des artisans, une initiative du conseiller M. Robert Baudry. On parle ici de la dernière forge historique en opération à Montréal. Pour terminer, que projette la Ville de Montréal pour cet édifice ainsi que son contenu? Et la Ville de Montréal va-t-elle assurer le respect du zonage patrimoine industriel et empêcher les promoteurs d'y construire des habitations? Merci. Merci beaucoup, Mme Desmarais, pour votre question. Effectivement, les Forges Cadieux fait partie de l'histoire industrielle de Montréal et c'est un des témoins, le bâtiment est un des témoins de ce passé métallurgique qui longe d'ailleurs tout le canal de la Chine jusqu'à la Chine, qui est mon arrondissement. Vous l'avez dit, c'est un bâtiment qui est privé et c'est aussi un bâtiment d'intérêt pour l'arrondissement. D'ailleurs, il y a des visites qui sont faites de manière très, très régulière là, à l'extérieur de ce bâtiment-là pour s'assurer, en fait, pour valider là, l'état de dégradation du bâtiment. Vous l'avez dit, il y a un nouveau propriétaire depuis le 14 janvier 2025. On est bien au courant. D'ailleurs, à ce titre-là, on attend un rapport d'expertise là, sur l'état du bâtiment. On l'a reçu. On est en train d'évaluer les différents éléments qui se trouvent à l'intérieur de ce rapport-là. Et il y a évidemment des interventions probablement qui vont avoir lieu par la section inspection prochainement. Mais on continue de serrer la vis aussi sur les bâtiments vacants. Vous n'êtes pas sans savoir qu'on a mis en place un certain nombre de mesures justement pour protéger les bâtiments vacants. Donc, on pourra rester en contact là, pour la suite des choses, assurément, Mme Desmarais. Merci. Est-ce que vous avez une seconde question? Peut-être Oui, allez-y, allez-y. Le règlement de la Ville stipule que le propriétaire de l'édifice doit chauffer l'édifice pendant l'hiver. L'ancien propriétaire, le juge Cadieux, ne le faisait pas. Est-ce que la nouvelle corporation, la Forge Saint-Paul, remplit ses responsabilités en ce sens? Ils doivent se soumettre au règlement. Oui, effectivement, on me mentionne là, que le nouveau propriétaire se plie au règlement. Ah, OK, désolée. Je croyais que votre hochement de tête disait oui. Merci, Mme Desmarais. Merci pour votre question, Monsieur Antonin Labossière. Bien accompagné ce soir. Merci. Alors, bonjour, Madame Plante et illustre membre du conseil d'arrondissement. Bien content de vous voir. Voici mes filles. Donc, vous pouvez vous lever. Zaha, Ariane et Lila. Salut. Avant de poser ma question, j'aurais une petite anecdote à vous raconter. Je devais avoir environ 7 ou 8 ans et je marchais avec ma mère dans le Vieux-Montréal. Au détour de l'hôtel de ville, nous avons croisé M. Drapeau avec sa femme qui attendait leur chauffeur avec la voiture de fonction. Alors, simplement debout dans le vent d'hiver avec leur grand manteau. Alors, j'ai eu la chance de leur donner la main et cela m'a beaucoup impressionné du haut de mon enfance. Alors, Valérie, quand tu as annoncé ton départ, dont mon deuil n'est pas encore fait, cela dit, j'ai voulu que mes filles te rencontrent, tout simplement. Et j'ai voulu qu'elle rencontre la mairesse qui aura clairement transformé Montréal de la manière la plus importante depuis M. Drapeau, selon moi. Mais cette méthode aura été avec intelligence et humanité. Alors, je te remercie et je te souhaite que tu ne t'éloignes pas trop de nous. La question est donc, est-ce que la mairesse de Montréal accepterait de souligner les 25 ans de notre firme d'architecture, Essai de la Bossière, le 15 septembre 2025, et surtout d'inaugurer notre petit immeuble sans prétention, puisqu'il est un des immeubles les plus écologiques au Canada. Et évidemment, c'est dans le quartier. En 1 minute 30, c'était tout calculé. Merci. Alors, la réponse, c'est oui! Parce que moi, le 15 septembre, je ne serai pas en campagne. Alors, donc, ça va me faire extrêmement plaisir de me joindre à vous. Puis, allô les filles,
J'espère que peut-être après, tantôt, là, peut-être vous allez devoir rentrer. Après, oui. Oui, hein? Parce qu'il y a de l'école demain, après tout. Mais j'aimerais ça, ça me fait vraiment plaisir de vous rencontrer. Et ben oui, Antonin, écoute, le travail que toi et ta gang vous faites est absolument incroyable. Puis si vous ne connaissez pas vraiment la firme Rayside La Bossière, allez voir, là, c'est vraiment, en termes d'investissement social, personnel et de passion, je pense que vous donnez un formidable exemple. Puis écoute, là, je prends tes mots puis je les mets ici, dans un petit coin. Merci. Merci beaucoup pour tout ce que tu as fait, Valérie. Merci. Merci, Antonin. Merci. Oui. Oui, mais il y a juste moi qui s'en va, effectivement. Alors, Monsieur Daniel Matt, s'il vous plaît. Eh bien, bonsoir, Madame la mairesse. Bonsoir. Moi aussi, ça m'impressionne de vous rencontrer. Mais quand j'étais jeune, moi, j'ai pas eu cette chance-là. Et bonsoir, Monsieur Baudry, et à tous les membres de cette table d'honneur. Et aussi, j'aimerais dire bonsoir à tous les citoyens ici, parce que je trouve ça encourageant de voir des gens qui s'occupent, qui veulent avoir une qualité de vie dans leur arrondissement. Bravo d'être là ce soir. Alors, moi, ma question, c'est pour Monsieur Baudry. Alors, Monsieur Baudry, je vais vous parler de la patinoire, la fameuse patinoire à la place du village. Alors, c'est simple, considérant l'argent que vous avez investi dans ça, les fonds publics, pour cette nouvelle patinoire, quand aurons-nous une reddition de comptes? Hein? C'est important. Un rapport d'achalandage. J'aimerais aussi éventuellement savoir quels ont été les coûts pour cette patinoire, l'imputabilité d'un tel projet. Quel sera le rapport final de cette nouvelle patinoire à la place du village? Et aussi, je me préoccupe des commerçants. Quelles ont été les réactions des commerçants de la rue Sainte-Catherine avec cette rue fermée à la circulation une bonne partie de l'hiver? Merci. Oui, merci beaucoup, M. Matt. Mais tout d'abord, très heureux de ce projet-là parce que je pense que chaque dollar qui est investi en animation et en développement du village est bien investi. C'est un secteur qui en a vraiment besoin. Donc, on était vraiment heureux de faire un investissement qui était quand même assez important. On parle de, je pense, de près de 300 000 qui était pour la patinoire réfrigérée. Ça incluait d'ailleurs de l'activation d'événements. Donc, ça a été et c'est encore d'ailleurs un endroit qui réunit beaucoup de personnes puis qui crée de l'achalandage. J'ai fait du porte-à-porte auprès des commerçants qui étaient à proximité justement pour leur parler du projet en amont, vraiment pour m'assurer que c'était quelque chose qui allait avoir leur assentiment également. Et je vous dirais que ceux que j'ai rencontrés, parce que j'ai pas eu l'occasion de tous les rencontrer, mais ont vu ça avec... il y avait des étoiles dans leurs yeux. Ils étaient très, très, très heureux qu'on arrive avec un projet comme celui-là. Puis on le voit en période événementielle. J'ai assisté à quelques événements d'ailleurs, des groupes de toutes les communautés qui peuvent s'exprimer aussi. La communauté trans, il y avait un événement qui a été fait par Barrett, la communauté ours. On a eu un disco patin où il a réuni presque 200 personnes en une seule journée. Je pense que c'est intéressant. Je me rappelle pas la dernière fois. 200 personnes, je devais pas être chez moi parce que j'habite tout près. Exact. Mais peut-être, c'est possible parce qu'on n'est pas toujours là quand ça arrive. Mais non, c'est pour moi un beau projet. Ça fait pas tout. Il faut qu'on continue, il faut qu'on en additionne des projets comme celui-là. Mais je pense que c'est des investissements qui sont absolument appropriés. Puis, bien évidemment, comme à tout projet, il y aura reddition de compte. On pourra parler de l'achalandage. On se fera un plaisir aussi de donner de l'information privilégiée à l'Association des résidents du village à cet égard. Parfait, merci. Une deuxième question? Bien, écoutez, ce serait plutôt un commentaire. Est-ce que, d'abord, j'ai appris ce soir parce que j'avais vu sur les réseaux sociaux le 300 000 $, mais peut-on nous fier aux réseaux sociaux? Eh bien, ça a coûté 300 000 $ la patinoire. Est-ce que ça n'aurait pas été mieux d'investir ça pour la population vulnérable de mon quartier? Voilà ma question. Bien, écoutez, M. Matt, la bonne chose, c'est qu'on est capable de faire les deux. Et je pense que c'est important de le dire. Je le dis en ouverture, comment le travail du SPVM est important. Après ça, quand on travaille avec EMIS, que nous avons mis en place, qui est des travailleurs de rue qui travaillent avec les personnes vulnérables, on le finance aussi. Évidemment, vous comprenez que le SPVM et EMIS, c'est plusieurs centaines de milliers de dollars pour des raisons évidentes. Mais quand on finance, par exemple, les glissades Gamelin,
c'est entre autres, certains vont peut-être dire, bon, comment ça se fait qu'on met des glissades alors qu'il y a du monde là, qui ont des problèmes de consommation de drogue? Mais entre autres, c'est une façon d'occuper l'espace pour s'assurer, comme je le disais un peu en ouverture, qu'on ne crée pas comme des sections où il y a juste un type de personne qui y va. Ça peut peut-être être des personnes qui vendent de la drogue ou des personnes plus vulnérables ou des familles, mais on veut de la mixité. Alors, je tiens vraiment à mentionner que pour nous, on fait les deux. On fait les deux, même les trois, même les quatre. Et donc, quand on fait une patinoire comme celle-ci, et on le sait à quel point c'est populaire, là, vous le savez, les patinoires, là, avec les intempéries, avec la température qui varie dans les quartiers, souvent, là, les glaces qu'on avait à chaque coin de rue, là, ça commence à être plus difficile à cause des doux et des redoux. Donc, on est content parce que c'est la première édition de cette patinoire-là. On a vu qu'il y avait beaucoup de monde qui y vont. On sait qu'il y a des familles qui y vont à la fin de l'école. Beaucoup de monde? Monsieur Matt? Ça, c'est moi qui... Ah, excusez. D'accord. Écoutez, vous avez droit à votre évaluation, puis après ça... J'habite à côté. Mais c'est correct. Vous avez j'espère que vous allez venir patiner. On pourra peut-être aller patiner ensemble, pourquoi pas. Mais je tiens vraiment à mentionner que ça permet d'occuper les lieux et les gens qui sont face à la patinoire, là, le petit café, nous le disent comment ça, justement, ça... C'est pas magique, là. C'est pas ça qui règle tous les problèmes du village, là. Mais ça contribue à ce qu'entre autres, il y ait des familles qui se réapproprient la rue Sainte-Catherine et le village parce qu'ils disent, OK, il y a de la lumière, il y a de l'action, il y a quelque chose à faire, il y a de la sécurité. Alors, voilà, on y croit à ce projet-là, mais bien sûr, comme c'est toujours notre habitude, ça va nous faire vraiment plaisir de vous partager l'ensemble des données. Puis après, on pourra décider si on continue. Merci. Merci, bonne soirée. Monsieur Sylvain Côté. C'est juste à côté. Voilà. Allez-y. Merci. Donc, premièrement, donc Sylvain Côté, c'est de l'Association citoyenne du village de Montréal. Donc, premier élément, donc remercier M. Baudry donc pour le budget discrétionnaire donc qui est adopté ce soir, donc qui va nous aider à poursuivre notre mandat là, de représenter les citoyens du village. Donc, l'autre élément, donc je suis intervenu à quelques reprises là, pour la question du parc L'Arctique. Donc, on l'appelle le parc de l'avenue L'Arctique. Il n'y a pas de nom encore. Donc, il y a eu des travaux qui ont été faits. Donc, il y a eu l'installation là, des pancartes au niveau des règlements donc d'application là, pour le parc. Il y a eu aussi des pancartes pour la permaculture, augmentation au niveau des patrouilles du SPVM et des équipes pour le respect de la propreté. Donc, c'est des éléments là, qui permettent d'améliorer la situation, sauf qu'il y a encore du travail à faire. Donc, il y avait des propositions qui avaient été faites par les résidents, qui étaient notamment donc, de donner un nom au parc. Donc, ça fait quelque temps là, qu'on attend qu'un nom soit donné au parc. Revoir la configuration du parc, donc le mobilier urbain, possiblement la vocation du parc, donc pour s'assurer là, que... réduire finalement l'utilisation qui est faite du parc par des trafiquants de drogue, notamment. Donc, pour que les gens puissent se réapproprier le parc et pouvoir l'utiliser de façon plus agréable, disons. Autre élément, donc, là, je vois que ma minute et demie est passée, mais je vais continuer. Juste une question sur votre deuxième 2 minutes, dans le fond? Est-ce que vous voulez faire tout? Oui, je vais continuer. Oui, c'est ça. Et après ça, j'ai les questions. Donc, au niveau du poste d'hydro, donc, qui était un élément important, là. Donc, on a transmis une lettre ouverte donc, à l'ensemble des élus, donc au niveau provincial, municipal et fédéral. Donc, parce qu'on avait des préoccupations donc, relativement aux informations qui ont été rendues publiques par Hydro-Québec. Donc, quand on a pris connaissance de ces informations-là, on a constaté qu'il y avait des sites, notamment le site du viaduc, le site de l'îlot voyageur, qui avaient été des sites qui avaient été exclus par la Ville de Montréal, donc pour des raisons qu'on peut comprendre, notamment pour l'îlot voyageur, mais sur lesquels on se dit, bien, avec la position là, qui est prise par Hydro-Québec, où M. Sabia dit, bien, finalement, on aurait dû faire mieux ou on devrait faire mieux. Et la question de l'acceptabilité sociale du projet est un élément qui est important. Donc, on souhaiterait que la Ville révise sa position. Donc, sur la question du viaduc, donc notamment de permettre à ce que les études soient faites par Hydro-Québec, que ces études-là soient rendues publiques. Donc, s'il y a une consultation publique sur le sujet, bien, on aimerait pouvoir se prononcer.
Donc là-dessus, on n'est pas des spécialistes en ingénierie, en circulation, peu importe, mais s'il y a des options autres que le site de la Grande Bibliothèque, on aimerait que ces sites-là puissent être validés. Il y a aussi l'îlot voyageur. Je pense que c'était votre première question. C'était les deux ensemble. Je m'excuse. Oui, c'est moi qui étais partie, je n'avais pas entendu. Oui, mais non, mais c'est pas grave. Excusez. Mais l'îlot voyageur, donc on sait qu'il y a d'autres villes dans le monde, donc où il y a des postes électriques qui sont combinés à de l'habitation. Donc, on ne dit pas encore là que c'est idéal, mais peut-être que ce serait bien d'évaluer ces possibilités-là et possiblement regarder d'autres sites, donc pour préserver. Excellent. Bien, écoutez, moi, je vais prendre la question. Ça me fait vraiment plaisir parce que vos préoccupations, c'est tout à fait légitime. Je veux dire, quand Hydro-Québec nous a dit qu'il faut construire un poste dans le secteur, puis au début, ils nous ont dit, bien, un des sites qu'on pense, ça devrait être l'îlot voyageur. Bon. Ils l'ont regardé. Nous, entre-temps, on l'a acheté au gouvernement du Québec pour en faire du logement. Puis comme vous savez, ça avance, là. Ça va bon train. Alors ça, ce projet-là, pour moi, il est absolument nécessaire. On le sait, les besoins en logement, hors marché, logement social. Bref, on a besoin de logement. Donc ça avance. Mais dans tous les cas, pour nous, est-ce qu'il devrait avoir un meilleur site pour le faire? Absolument. Ou du moins, on est ouvert. Et c'est toujours ce qu'on a dit à Hydro-Québec. C'est sûr que quand Hydro-Québec arrive puis il nous dit, bien, écoutez, c'est une société d'État. Hein, ils peuvent décider de prendre un terrain, de prendre un lieu puis de construire. C'est simple de même, là. On n'a pas d'ascendant à la ville. Mais c'est évident que quand il manque d'acceptabilité sociale, quand le projet ne répond pas, quand on pense à détruire un espace vert, ce sont des préoccupations extrêmement légitimes que nous avons portées. Après ça, quand Hydro-Québec dit, ben moi, il faut que ça soit en temps puis moi non plus, je ne suis pas ingénieur, by the way, là. Fait que, tu sais, ils disent, ben c'est ça. Ils ont leurs paramètres, ils ont leurs conditions. Ils nous disent, ben c'est ça le meilleur site. Évidemment, je veux dire, à un moment donné, on ne peut pas le mettre dans le ciel. Mais en ce moment, moi, je pense que la décision d'Hydro-Québec et de M. Sébia de dire, bon, clairement, là, faut y réfléchir ou du moins, il faut proposer autre chose ou peut-être proposer mieux. Vous parlez du poste plus haut dans la côte. Je veux dire, si c'est une alternative, nous, on n'a aucune opposition d'aucune façon, là. Par contre, ce sur lequel je vais vous dire qu'on va continuer à avancer parce que les besoins sont trop grands, c'est l'îlot voyageur. La Ville l'a acheté au gouvernement du Québec, c'est à nous et c'est essentiellement avec la promesse de faire du logement social puis des locaux, entre autres, pour les organismes parce que c'est ce que les gens nous demandent. Mais pour le reste, de pouvoir porter, on va porter les préoccupations des citoyens et le fait qu'Hydro-Québec dise, bien, il va falloir consulter davantage puis explorer davantage, pour moi, c'est une très bonne nouvelle. Merci. Mais là-dessus, juste pour... Bien, je pense que là, vous aviez fait vous aviez dépassé votre temps pour vos deux questions. Oui. Fait qu'on va se revoir le mois prochain. Ou sinon, je sais que vous avez parlé longuement avec mon chef de cabinet. Vous avez parlé longuement avec Sophie également. Donc, on va laisser la place à d'autres personnes. Merci. Parfait. Oui. Alors, Monsieur Alain Demers, s'il vous plaît. Bonsoir. Bonsoir tout le monde. On parlait de l'îlot voyageur, je tombe bien, comme on dit, à point. Alors, ma question porte sur un immeuble de l'îlot voyageur, justement, soit le bâtiment donnant sur la rue Saint-Hubert, entre Ontario, et l'entrée de la ruelle de la Providence, la plus au nord. Donc, c'est le 1700 rue Saint-Hubert. Sa construction a été suspendue suite aux problèmes financiers de l'UQAM. J'aimerais savoir ce que la Ville compte faire pour que le propriétaire du 1700 Saint-Hubert finalise la construction de son immeuble qui était suspendu vers 2007. Cet immeuble a pour façade une bâche déchirée, taguée, élimée. C'est une vraie honte au centre-ville. Alors, on attend la réponse. Je vais passer la parole à M. Routier. Oui, bonsoir. En fait, évidemment, le projet ne peut plus être construit tel qu'il était. Là, les permis sont plus valides, mais l'inspection envoie des constats. Là, il y a plusieurs constats d'infraction qui ont été émis pour mettre une pression sur le propriétaire pour aller de l'avant. Donc, on travaille tous dans le même sens. Là. Tout le monde souhaite que ce pan-là soit construit puis qu'on ne voit plus ces bâches-là, mais les équipes travaillent là-dessus là, actuellement. Est-ce que je peux me permettre une autre question maintenant? Oui. Est-ce qu'on considère le 1700 Saint-Hubert comme appartenant à l'îlot voyageur comme tel? C'est pas la propriété de la Ville, cet immeuble-là. Non, est-ce que vous voulez que
Je peux, si vous permettez, oui. Non, en fait, c'est pas la propriété de la ville, c'est une propriété privée. C'est le groupe Aquilini qui possède le bâtiment. Ils sont toujours propriétaires du bâtiment. Donc, on a su qu'ils ont eu aussi des enjeux financiers à un certain moment. Et là, ben, comme disait M. Routier, on continue à mettre la pression avec les outils qu'on a comme ville pour les enjoindre à développer le site, là. Mais il n'y a pas de délai auquel le propriétaire est assujetti qui ferait en sorte que ça fait 20 ans. Ça va faire 20 ans en 2027. Là. Écoutez, on est comme plus dans un échange. Comme c'était des questions rapides, je vais la prendre. Non, il n'y a pas de problème. Je vais laisser M. Routier vous répondre. Mais sinon, on pourrait aussi continuer la conversation plus en mode échange, là, parce que vous avez des questions précises qui sont très légitimes par la suite. Avec plaisir. M. Routier? Non, il n'y a pas de délai associé au projet qui avait été préalablement autorisé, mais par contre, les constats sont cumulatifs, là. Donc, plus le temps avance, plus ça coûte cher, plus il y a de pression qui est mise là, sur les propriétaires pour aller de l'avant. Mais on est comme vous, on est bien tannés. Si j'avais résumé la situation. Bon, Madame Michaela Tenea, bonsoir. Bonsoir. Moi, j'habite sur la rue Saint-Jacques-Saint-Laurent. Et nous avons, le syndicat a refait la façade en arrière de l'immeuble. Et on a embauché une firme d'architectes, un promoteur. La firme d'architectes pour le même promoteur, nous a fourni aux copropriétaires ainsi qu'à la ville, à peu près, dans un an moins qu'un an, à peu près 6 soumissions différentes. La plus grande, c'était pour les copropriétaires. La plus importante. La moins importante, c'est-à-dire le montant plus bas, c'était pour la ville, avec une différence de 500 000 $ approximatif. Maintenant, on a le droit d'avoir une subvention de la ville parce qu'il s'agit d'un immeuble patrimonial. Et j'ai essayé de comprendre d'abord quelle est la soumission pour avoir la subvention et deux, quel est le montant si la subvention a été accordée et quel est le montant. Le syndicat nous a dit que la subvention a été accordée. Moi, j'ai fait des démarches auprès de la ville et chaque fois, ils m'ont donné le dossier, les formulaires, tous les documents qui ont été déposés dans le dossier, mais je n'ai jamais su si la ville a approuvé cette subvention et quel est le montant. Donc, c'est ça ma question. Oui, je vais... Là, est-ce que c'est M. Routier ou c'est... Je vais la prendre. Ah oui, d'accord, oui, parfait. Monsieur l'Archevêque. Oui, bonsoir, Madame Tenea. Je suis Jean-Luc L'Archevêque, le directeur des services administratifs. Ça me fera plaisir de vous contacter, prendre contact avec vous. On a vos coordonnées ici notées, mais essentiellement, les décisions des instances municipales apparaissent sur le site Web de la Ville. Donc, vous pouvez dès maintenant faire des recherches sur le site Web. Donc, s'il y a une instance à la Ville de Montréal qui a donné une subvention, une contribution quelconque, ça devrait apparaître à partir du site Web. Il y a aussi des demandes d'accès à l'information qui peuvent être faites en vertu de la loi. Je vous expliquerai tout ça de toute façon, mais je vais prendre contact avec vous. La première demande d'accès à l'information, je l'ai faite le 21 mai 2024. La dernière communication, je l'ai eue il y a 1 semaine et demie avec votre département, mais je n'ai pas réussi à savoir précisément si la subvention a été accordée et quel est le montant. Je pense que monsieur l'Archevêque ou monsieur Labelle. Oui, ce que je vais faire, là, on va prendre votre nom. Je vais demander à la directrice au service, c'est le service d'habitation qui est responsable. On va communiquer avec vous, madame. OK, je vais demander à sa directrice. Aujourd'hui, j'ai envoyé encore un email avec mon numéro de téléphone. Bien, parfait. Merci beaucoup. Moi, je vais lui parler. Merci parfait? beaucoup. Je vous en prie. Merci. Je vous remercie pour votre question. Monsieur Robert Achali. Good evening, everyone. I have 2 questions regarding social housing, and they're actually, in a way, a continuation of the 2 questions I asked last time. The first question refers to the report of the OCPM on the 6th tower of the Children's Hospital.
the point here that I want to bring out is their recommendation that there be a plan of action to provide more social housing for the Peter McGill District with a schedule for its implementation. And last time I asked, actually it was Mr. Baudry who answered me, what progress has been made in that respect. And if I remember correctly, he said, well, it's en cours, meaning in progress. And he referred in particular to the site of corner Saint Antoine and de la Montagne. Well, I took a little trip there recently to see what was happening. And all I can report is that there is an empty site there. Nothing on it. There's not even a billboard advertising that something is going to happen. So I'm going to reformulate my question in a more strict way, which is this. Are there any projects of social housing that are now being built, actually being built in the Peter McGill District in accordance with this recommendation that there be such a plan of action of social housing? Could you please answer that? Bien, merci, M. Ajali. En fait, oui, M. Duval, je vais répéter la question de M. Ajali qui me demandait, suite à l'intervention qu'il y a eu la dernière fois, si les projets, par rapport au projet de logement social et au plan d'action qui avait été demandé par le rapport de l'OCPM pour le secteur de Peter McGill. Je lui ai fait référence au terrain sur Saint-Antoine qu'on avait acquis, dans lequel là, il y a un projet qui est en développement actuellement, mais effectivement qui n'est pas construit. M. Ajali veut réitérer sa question à savoir s'il y a des projets actuellement qui sont en processus de construction dans le secteur de Peter McGill. Je vais répondre à votre question, M. Ajali. Oui, il y en a. Pas plus tard qu'au dernier conseil, on a d'ailleurs voté en faveur d'un projet de logement social pour un organisme qui travaille avec les personnes qui ont des enjeux de santé mentale dans le secteur de Peter McGill. Donc, il y avait un projet de dérogation. Effectivement, nous, quand on vote les projets ici, ensuite, il y a un temps de construction. Et ça, c'est vraiment dévolu aux organismes qui vont aller chercher leur financement dans différents paliers de gouvernement. Puis des fois, effectivement, ça peut être un petit peu plus long parce qu'on le sait que le financement du logement social n'a pas été au rendez-vous par les autres paliers de gouvernement dans les dernières années. Par contre, on continue à faire du travail, puis je le répète souvent quand on a des échanges, M. Ajali, toutes les stratégies foncières de la Ville de Montréal, les terrains qu'on a en droit de préemption, ça, c'est public. Mais quand on est en négociation pour l'acquisition de ces terrains-là, pour de l'achat, de la rénovation, on ne peut pas dévoiler ces informations privilégiées parce que ça pourrait aussi contribuer à de la spéculation. Et on ne veut pas que des personnes privées fassent de l'argent sur le dos des contribuables. Okay, thank you. Sous-question, M. Ajali? Yes. The second question is actually, I asked it last time, but it was really meant for you. So I'm going to re-ask it, hoping that you can reply. It has to do with your situation regarding the Sixth Tower. I've been given the understanding that you're in a conflict, kind of a court case conflict with the owner of the site. And I have suggested to you before that it might be more fruitful and better for you if you could instead, with the agreement of the proprietor, use the service of mediation and arbitration of the government of Quebec to settle this conflict in an amicable way rather than a conflictual way, with a view, with the aim of seeing whether you could build this social housing, or this social housing could be built eventually on this site. It was 180 units, so for us it's quite important. And I do want to add just to this point that I did suggest this to the OCPM report, and in their opinion, they said it is a worthwhile proposal that is worthy of your consideration. It's on page 22 of their report. So my question is very simply this. Will you please consider this option of, if you can get the agreement of the proprietor, of using the service of arbitration and mediation of the government of Quebec to settle this conflict in an amicable way, in a non-conflictual way, with the aim ultimately of successfully building social housing on this site? That is my question. Well, thank you, Mr. Ajali. As you know, it was not an easy decision to take, but I want to reassure you, I'm not personally targeted. I know that the promoter is doing that to scare me, but I will not be scared by somebody who doesn't believe, wants to use public money and then after don't make his deal and create social housing. I'm not going for that. So right now, it is the city that is in court with this promoter, and it takes two to tango. But when somebody is actually
the promoter needs to be there, needs to be present, needs to be willing to admit that he was not building the social housing, and then maybe we can talk from there and find some kind of other approach. But it definitely takes two to tango. Merci beaucoup. Okay, thank you. Ah, Monsieur Duval? Ah, j'ai répondu. Oh, ben, j'ai répondu en anglais, mais en gros, c'est juste parce que M. Ajali proposait... Hey, vous êtes drôle, vous, M. Duval. Je peux-tu vous poser une question? Vous étiez au conseil municipal, vous rappelez-vous, vous vous êtes levé, puis vous m'avez posé des questions en anglais. Puis je me suis levée, puis j'ai dit, ben je ne vais pas vous répondre en anglais. Vous parlez français, vous m'avez dit... Puis là, vous étiez bien offensé de tout ça. Fait que là, je comprends pas ce qui se passe. Au Québec, les gens qui comprennent l'anglais à moitié, les anglophones comprennent à moitié. Moi, je ne suis pas parfaitement bilingue. Mais le propos de monsieur... Non, c'est correct, M. Duval. Ça semble intéressant, mais pas juste pour moi, pour quelques-uns ici qui ne comprennent pas ce que vous avez fait. Tout simplement. OK, je comprends. Moi, je ne suis pas parfait. OK, je comprends. OK. Bien, c'est parce que vous comprenez un peu pourquoi j'étais un peu mêlée, là. Tu sais, c'était mais ceci étant dit... C'est à vous de savoir ça. Qu'est-ce que vous voulez... Bon, savez-vous quoi? Que le français Savez... au Québec est prédominant. Monsieur Du... C'est nos droits Oui, puis c'est... d'avoir la réponse. Monsieur Duval? En français. Monsieur Duval? Non. Moi, j'essaie d'être poli. Ben alors, venez pas au conseil municipal de la Ville de Montréal me poser des questions en anglais, puis quand je vous réponds en français, vous me dites « in English, please », parce que c'est ça que vous avez déjà fait. Fait que là, non, fermez. Non, je ne vais pas... Alors, on va passer à la prochaine question, Monsieur Duval. Peut-être qu'on pourrait le considérer comme votre question, si vous désirez interrompre comme vous le faites depuis tantôt. Non, c'est que vous ne pouvez pas commencer à vous faire le défenseur de la veuve et de l'orphelin, alors que dans d'autres instances, vous me critiquez, vous nous dites que vous voulez que je vous réponde en anglais. Je trouve ça un peu spécial. Alors, Martine Savard, s'il vous plaît. Pardon, Madame la mairesse, je comprends qu'on va prolonger. Oui, bien sûr, parce qu'il nous reste Madame Savard et Monsieur Duval. Oui, bonjour. Moi, ma question est plutôt simple. Ah, Monsieur Singh, oui. Allez-y. Non. Allez-y. Puis ensuite, je passerai le micro à Monsieur Singh. Oui. Moi, ça fait plusieurs années que j'essaie de déposer ma candidature au comité consultatif d'urbanisme. Je suis architecte. À toutes les fois, j'ai même déjà appelé le 311. On m'a répondu que je devais regarder dans les journaux, mais on ne m'a pas dit quels journaux. Là, tout récemment, j'ai vu sur au dernier rapport du conseil d'arrondissement, il y a un mois, qu'on venait de conclure une candidature pour le comité consultatif d'urbanisme. Et moi, je n'étais pas au courant qu'il y avait un poste ouvert. Alors, j'aimerais ça qu'on m'explique comment je peux procéder avec mon dépôt de candidature. Merci, Madame Savard. Très, très pertinent comme question. Monsieur Routier? Oui, donc généralement, à chaque début d'automne, parce que les mandats durent 2 ans pour les membres du CCU, donc on fait un appel de candidature. C'est publié sur la page Facebook de l'arrondissement, sur le site Web. OK. Pardon, donc, excusez-moi, c'est parce qu'on me soufflait de m'approcher du micro. Donc, puis, suite à l'appel d'offres, en fait, là, les équipes regardent les candidatures puis font des entrevues avec les candidatures qui sont jugées les plus intéressantes. Ensuite, les candidats sont proposés aux élus du conseil d'arrondissement, puis les nominations sont faites suite à ça. Mais on pourra échanger si vous voulez, là, puis on pourra s'assurer que lors du prochain appel, là, on vous avise pour que vous le sachiez puis que vous puissiez déposer votre candidature. Donc, je peux vous parler tout à l'heure? Oui. OK. Pour que je sache comment, parce que c'est assez mystérieux pour moi. Mais en fait, je me disais, à défaut de pouvoir faire partie du CCU, je me demandais s'il y avait aussi des possibilités pour faire partie du Conseil du patrimoine. Parce que moi, je suis architecte, j'ai de l'expérience. En fait, j'ai beaucoup d'expérience dans le domaine du patrimoine, la conservation du patrimoine. Donc, je pourrais aussi, je me demandais si on pourrait m'expliquer aussi les procédures pour ce comité-là.
Celles-là, je ne les connais pas. Le Conseil du patrimoine de Montréal est géré par la Ville-Centre. Donc, il y a un site web, je pense, où on peut vous expliquer comment appliquer, mais je ne connais malheureusement pas le détail. Parfait. Vous pouvez m'écrire directement. Là, vous avez mes coordonnées. Je vous mettrai en contact avec les bonnes personnes au central, avec grand plaisir. Parfait, merci. Merci de votre intérêt. Monsieur Hector Singh, on va vous amener le micro. Bonjour, Madame la mairesse. Bonsoir. Enchantée. C'est la deuxième fois que je vous vois. Je m'appelle Hector Singh. Je vais au Collège de Montréal maintenant pour 4 ans. La dernière fois que je suis venue ici, c'était 2018. J'avais 8 ans, il y a 7 ans. Et c'est pour parler des écoles primaires ici à Ville-Marie. Parce que en 7 ans, pas grand-chose a changé. Rien n'a changé. Mon petit frère, qui était à la garderie à la fois, pensait qu'il pourrait peut-être aller à une école plus proche. Et maintenant, il va dans une école dans Westmount et il y en a beaucoup qui doivent prendre le transport, comme on a dit avant. Et c'est venu à mon attention que rien n'a changé et il faut un changement parce que ça ne s'améliore pas. Rien n'a changé. Il y a encore des familles, il y en a de plus en plus qui veulent apprendre le français, qui veulent apprendre proche de chez eux. C'est ça. C'est ça ma question. Je voulais juste savoir qu'est-ce qu'il y en est pour les écoles primaires. Merci beaucoup, Hector. Puis je trouve ça très beau que tu viennes. C'est la démocratie qui parle, puis c'est à tous les âges. Fait que... Puis tu as raison parce que c'est un beau combat, celui des écoles. Puis c'est un combat qu'on porte aussi auprès du gouvernement du Québec. Parce que si on veut un centre-ville habité, si on veut un centre-ville qui va bien, si on veut des familles au centre-ville, oui, ça va prendre du logement abordable, ça va prendre des grands logements, puis on travaille fort là-dessus, mais ça va prendre des écoles. Puis quand on entend que le gouvernement, pour des raisons budgétaires, à court terme, met des écoles sur pause, bien nous, ça nous trouble comme municipalité. Puis on n'est pas les seuls parce qu'il y a plusieurs municipalités aussi qui sont dans ce cas-ci. Mais là, on parle du centre-ville de Montréal. Puis tu l'as dit, là, un secteur, Peter McGill, qui est très, très habité, avec des gens qui sont tissés serrés puis qui veulent avoir une école publique, qui aimeraient ça avoir une école publique à côté de chez eux puis pas toujours prendre la voiture ou être dans les autobus. Donc, nous, on fait pression auprès du gouvernement du Québec. J'ai écrit une lettre au centre de services scolaires. On va avoir des rencontres avec eux aussi pour avoir des réponses. Il y a un conseiller local aussi qui travaille très, très fort sur le projet d'école dans Peter McGill. Peut-être que M. Sasseville voudra prendre une réponse en sous-question si tu en as une. Mais on ne lâche pas. Comme administration, on est au front parce qu'on y croit aux écoles en centre-ville. Puis on est prêt à faire tous les efforts nécessaires pour qu'elles se réalisent. Merci beaucoup, monsieur. Merci. Serge, est-ce que... Oui, en fait, bonjour Hector, ça me fait plaisir de te revoir. Moi, ça fait très longtemps que je te connais. Je t'ai connu avant d'être un élu. Bravo pour ton intervention. Juste te dire que Robert Baudry et moi, on est vraiment sur la même longueur d'onde dans ce dossier-là. Tu as tout à fait raison. On s'est fait promettre par le gouvernement du Québec, pas une, 2 écoles. Une sur la rue de la Montagne, l'ancienne Académie Bourget. Il avait même commencé la construction. Ils l'ont arrêté. Puis une autre sur le terrain du Grand Séminaire, à côté du Collège de Montréal où tu vas. Et il n'y a rien qui se passe. Il n'y a absolument rien qui se passe. Moi, en janvier, j'ai reçu une lettre le 29 janvier du directeur général adjoint du Centre de services scolaires de Montréal qui m'avisait qu'il avait reçu des instructions du ministère de l'Éducation du Québec de tout stopper de projet d'école dans Peter McGill, même s'ils reconnaissent qu'il y a un besoin, c'est inacceptable. Mon collègue Robert, qui est responsable du dossier, n'a pas laissé ça lettre morte. Comme il vient de te dire, il a envoyé une lettre pour dire c'est pas comme ça que ça marche. Vous vous êtes engagé à construire une école. Il y a besoin d'y avoir une école publique. Ça n'a aucun sens. On veut ramener des familles au centre-ville de Montréal. Il n'y a pas d'école publique primaire dans le centre-ville de Montréal. C'est un non-sens, tu as parfaitement raison. Et la dernière question en présentiel, c'est M. Duval. Bonsoir à tous. Moi, je vais prendre le forfait numéro 2, le
tout le temps, là, le duo. Là. Les deux questions. Les deux questions. Je vais commencer par dire, Madame la mairesse, le mois dernier, vos collègues sont là pour en témoigner. J'avais mis, quand on nous demande ici, c'est quoi, qu'est-ce que va être votre question, je dis des félicitations. Je voulais vous féliciter. Sérieusement, là. Vous n'étiez pas là. C'est plate. C'est déjà arrivé avant. Oui, mais quelquefois. Des fois, m'envoyer des fleurs, des fois le pot, des fois le... Oui. Faut donner à Cléopâtre ce qui revient à Cléopâtre. Là. Vous avez fait une couple de bonnes affaires. L'idée, c'est que vous aviez parlé des Airbnb. Vous aviez mis le doigt là-dessus. Et l'autre affaire, c'était... vous aviez reproché au provincial, pas son laxisme, mais son manque là, d'implication par rapport à l'itinérance. La deuxième affaire que je veux parler, c'est que je suis venu il y a plus de 6 mois ici, puis vous m'aviez dit qu'il était pour avoir l'Office de consultation publique, il était pour faire des consultations sur l'itinérance. Alors, je me suis très intéressé. Je dis, quand est-ce que ça va arriver? Puis, il faudrait aussi que ça soit tout le monde qui participe, là, pas juste des gens qui sont dans le domaine au niveau des... vous savez, les gens qui sont au niveau social, psychosocial, il faut entendre vraiment les itinérants. C'est quoi qu'ils vivent? Puis, beaucoup d'entre eux ont des idées, des solutions. Puis, bref, ça s'est déroulé, j'y étais le 17 et le 19 février dernier. Et puis, à ma grande surprise, j'étais en retard. Parce que moi, j'ai été inscrit à l'infolettre de la Ville de Montréal. L'Office de consultation publique ont leur propre infolettre. Alors, j'ai su sur le tard, mais juste assez pour pouvoir y aller et puis donner mon opinion. J'y suis retourné le 19, c'était ici, c'est la rue Panet, dans le secteur, dans votre arrondissement. Et puis, qu'est-ce qui est arrivé? C'est que cette journée-là, à ma grande surprise, c'était pas Web TV. C'était juste les enregistrements pour permettre à ceux qui étaient gênés ou qui étaient mal à l'aise d'être filmés, de passer sur le Web TV, de ne pas l'être finalement. Alors, j'ai dit, moi, si j'interviens ici, l'audio que vous faites, ça va être enregistré. Dit, oui, tout ce que vous allez dire, on ne changera rien, pas un mot, pas une virgule, tout va être là. Fait que là, je viens d'apprendre là, que le rapport qui vient d'être donné à tout le monde sur l'Internet, nos séances, nous, les itinérants, fuck all, on n'est pas là, pas en tout, zéro pinning. Pourquoi? Parce que de l'enregistrement audio n'est pas diffusé sur l'Internet dans leur rapport. Il a été utilisé pour faire des transcriptions. C'est-à-dire, ça va aller sur une tablette et puis ça sera accessible seulement si les gens se donnent la peine de lire ce qu'un a dit. Puis il y a 15 pages, 20 pages, 30 pages. Quand on veut se faire entendre, là, si vous faites ça simple, dans une page, les gens vont se donner la peine de lire la page. Votre question, M. Duval? J'en ai pas de question. Je prends le temps. Je prends la totale. Là. Oui, mais votre temps est dépassé. Fait que ouais, est-ce qu'on puisse vous répondre? Ce que je veux dire, c'est que j'ai un blâme à faire sur l'Office de consultation publique, c'est de ne pas avoir respecté, quand ils semblaient vouloir le faire, les itinérants qui se sont donnés à se déplacer, se rendre, émettre leurs idées. Et j'irais jusqu'à dire que les idées étaient bonnes. Il y en a qui avaient des solutions. Moi, j'en avais des solutions. J'ai parlé, moi, de plusieurs choses dans le passé. Oui, monsieur. Et puis ça, ouais, mais ça... Là, on tape ça. Bon, là, on caméra aussi, je vous rassure. Oui, mais ça ne sera pas sur le Web TV. Ça ne sera pas dans leur rapport, à moins que quelqu'un aille chercher, puis cherche, puis il voit sur une page, les 250 pages, ce qu'un itinérant aurait dit comme bonne idée. Ça, j'ai un blâme à faire, et puis c'est très important. Puis s'il y a un correctif à faire, il devrait prendre le son et le transmettre au même titre qu'on transmet le vidéo. Alors, cette journée-là, le 19, M. Duval, j'ai compris. prendre toute la vidéo puis le rendre public. Moi, je vous dis ça, là, parce que s'ils ne le font pas, ils passent à côté de quelque chose d'important. Il y avait beaucoup d'idées et de solutions. Sur ce,
Merci, mais j'aimerais ça qu'on vous réponde parce que moi, c'est une situation Non, mais que je ne connaissais pas. Je voulais vous dire que tantôt, je n'ai pas pris personnel, là, ce que vous avez dit. Moi non plus. Puis, je vous souhaite un bon. Je vous souhaite une belle sortie, c'est ça. Merci beaucoup, M. Duval, pour votre question. Je vais m'assurer de passer vos commentaires au président de l'OCPM. J'ai des statutaires avec M. Philippe Bourque à cet égard-là. Sachez toutefois qu'il y a énormément de travail qui a été fait en amont pour préparer cette consultation-là de la part de l'OCPM avec les groupes communautaires qui travaillent auprès des personnes vulnérables. Donc, les modus operandi ont été vraiment établis aussi en partenariat avec eux. Peut-être qu'il y en a qui auraient pu être optimisés. Je passerai vos commentaires avec grand plaisir au président. Absolument. C'est important ce que vous dites. Il y a eu de la censure en ce qui me concerne. Il y a des mots qui ont été enlevés. Et puis, j'ai vu qu'il y avait des anicroches. Alors ça, je ne redonne pas un 10 sur 10. Là. Merci, M. Duval. Nous allons continuer avec la période de questions par écrit, s'il vous plaît. Je vais laisser continuer. Merci. Alors, la première question est de Louise Desmarais, du district de Sainte-Marie. Qu'est-ce que la Ville de Montréal compte faire de l'ancienne forge Cadieux sise au 816 rue Saint-Paul-Ouest? Je pense que la question a déjà été posée en personne. La deuxième question vient de Colette Allary, du district de Sainte-Marie également. Bonsoir, je voudrais savoir si la gratuité en transport en commun pour les personnes âgées, carte Opus 65 ans et plus, était une promesse qui ne durait que pendant un seul mandat ou si cette gratuité se poursuit, peu importe qui remplacera Mme Plante. Merci beaucoup pour la question, Mme Allary. Bien, on est vraiment content, en fait, d'avoir pu mettre cette mesure-là en place. C'est une mesure, là, à la fois qui bénéficie à une meilleure fréquence dans les transports en commun, mais on sait qu'avec l'inflation, dans le contexte économique, pas évident en ce moment, souvent, les personnes qui sont plus âgées, là, ils n'ont pas de salaire qui augmente, donc leurs revenus sont fixes. Donc, c'était vraiment une façon pour nous aussi d'aider les personnes plus âgées là, à pouvoir profiter de la ville. Donc, c'est une mesure dont on est très fiers et à laquelle on tient. Donc, c'est sûr que si tant est qu'on est réélu, là, c'est quelque chose qu'on va vouloir maintenir. Donc, en ce moment, là, dans notre formation politique, là, il y a évidemment une intention très, très forte là, de prolonger cette mesure-là là, au-delà du mandat. Merci beaucoup pour la question. Merci. La troisième question est de Patrick Duquette, du district de Saint-Jacques. Dans le Vieux-Montréal, il n'y a aucune borne de recharge disponible sans payer un parcomètre comme sur le plateau. Est-il possible de permettre aux résidents du Vieux-Montréal possédant une vignette d'être exemptés de payer un parcomètre? Merci beaucoup pour la question. Écoutez, vous le savez comme moi, puisque vous y habitez, là, il y a une pression immense sur le stationnement dans certains secteurs, dont dans le Vieux-Montréal. Et ce qu'on constate souvent quand il n'y a pas un montant là, à payer en plus de la borne de recharge, c'est que les gens s'y stationnent au-delà du temps de recharge. Donc, c'est vraiment une façon pour nous de s'assurer qu'il y a un plus grand taux de roulement puis qu'il y a plus de résidents et résidentes qui ont accès à la recharge. Il faut savoir que le parc automobile électrique augmente de plus en plus rapidement. Dans les prochaines années, là, le gouvernement du Québec a même là, interdit là, la vente de véhicules qui seraient des véhicules à essence. Donc, on va voir quand même une pression de plus en plus importante là, sur la recharge. Donc, c'est vraiment dans une perspective d'offrir une rotation puis de permettre là, à plus de gens de pouvoir bénéficier de ces bornes publiques-là là, que cette mesure-là est mise en place. Merci beaucoup pour la question. La prochaine question est de Steve Killiam, du district de Peter McGill. En fait, il y a deux questions. Comme on le sait tous, le printemps est signe de malpropreté. Alors, est-il possible de ne pas attendre en mai pour le nettoyage, mais de débuter dès maintenant avec plus d'effectifs sur le terrain, tout en gardant un œil attentif sur la rue Sainte-Catherine, dont les poubelles débordent constamment, et sans oublier le village et le quartier latin? Deuxième question, est-ce que la Ville a éventuellement l'intention de piétoniser la rue Clark dans le quartier chinois, comme c'est le cas pour de la Gauchetière, afin de donner encore plus d'espace aux piétons montréalais et aux touristes, tout en rendant le quartier plus agréable?
Merci beaucoup pour votre question. Là, tout d'abord, ça tombe bien cette question-là parce que ce soir même, Ville-Marie, on innove, on augmente considérablement le budget en termes d'entretien dans l'espace public. Là, c'est près de 30 millions qui vont être investis cette année à cet égard-là. Mais aussi, on innove dans la façon de faire parce que, comme vous le dites, on n'attend pas les périodes comme c'était le cas avant d'avoir des bottes sur le terrain. On a bonifié des équipes à l'année, mais en plus des équipes qui sont souvent issues de projets en réinsertion sociale. Je pense par exemple, et je les salue, la Brigade des Alliés dans le village, mais aussi, par exemple, Tapage, Sac à dos, le Gîte aussi, qui offrent des opportunités de plateau de travail tout en contribuant à des environnements plus propres et plus sains. Donc, ça, on est content parce que ça fait des années que Ville-Marie innove avec notre directeur DTP qui est toujours au front. Puis là, on vient en rajouter une couche supplémentaire justement pour pouvoir intervenir aux mi-saison où on voit là, déjà les déchets commencer à sortir, donc des bancs de neige. Alors, nos équipes vont être sur le terrain, soyez-en assurés. Pour ce qui est du quartier chinois, bien évidemment, la rue Clarté est au cœur des réflexions des communautés. Il y a d'ailleurs un événement de réflexion pour le futur de la rue Clark qui se tiendra au mois de mars. Je vous invite à peut-être entrer en contact directement avec moi ou avec la table de concertation du quartier chinois pour avoir les détails. Mais je suis pas mal convaincu que ça vaudrait la peine que vous puissiez y participer. Les projets comme ceux-là, ça prend l'assentiment de la population. Donc, bien évidemment, on va les travailler avec eux et pour eux, en fait. Merci. La prochaine question est de Irada, du district de Sainte-Marie. On connaît tous l'histoire, je ne vais pas détailler. Tout ce que je veux savoir, c'est qui est-ce qui va payer les factures des particuliers qui n'ont pas les moyens d'avoir un avocat pour poursuivre la Ville depuis le bris d'aqueduc. À quand une vraie réponse décente et juste? Merci. Merci beaucoup pour la question. Je vais tenter de faire au mieux, mais si vous avez des questions ou en tout cas un besoin d'informations plus exhaustif, n'hésitez pas à nous écrire. Il est toujours possible de faire une demande de réclamation à la Ville de Montréal quand il arrive des événements comme ça et que le citoyen ou la citoyenne se sent lésé. Il y a le bureau des réclamations là, qui traite ces demandes-là, donc il n'y a pas nécessairement besoin d'avoir un avocat là, pour pouvoir faire cette demande-là. Par ailleurs, je tiens quand même à vous mentionner qu'il y a beaucoup d'OBNL, des organismes à but non lucratifs qui font de l'aide juridique gratuite. Je pense entre autres à Juripop, mais il y en a plusieurs. Donc, ça aussi, c'est une ressource qui peut être intéressante pour les gens qui ont besoin de conseils juridiques, mais qui n'ont pas nécessairement les sous pour s'engager un avocat. Et finalement, je tiens quand même à réitérer qu'il y a un ombudsman à la Ville de Montréal, donc qui prend acte là, des préoccupations des citoyens là, quand il y a le sentiment là, d'avoir vécu une injustice, d'avoir été maltraité par la Ville. Donc, on peut toujours interpeller l'ombudsman et c'est entièrement gratuit. Donc, voilà quelques pistes, là, puis n'hésitez pas si vous avez d'autres questions. Merci beaucoup. La prochaine question est de Micheline Seigna, du district de Saint-Jacques. J'aimerais savoir pourquoi l'arrondissement de Ville-Marie ne respecte pas et ne fait pas respecter ses propres règlements en termes de bruit. Le Grand Quai du Vieux-Port, trouvé nulle part parmi les ordonnances et résolutions votées pour déroger au règlement du bruit, dérogation dont la quantité est déjà trop importante, loue sa grande salle pour des événements où de la musique très forte avec des basses qui vibrent très loin joue, et ce jusqu'à 4 heures du matin. Derniers événements, 7 et 8 mars 2025, et 2 autres sont à l'horaire pour les 28 et 29 mars. Ceci est inacceptable en zone résidentielle où aucune végétation ne bloque le bruit et où, de surcroît, plusieurs structures et ouvertures contribuent à amplifier et faire circuler le bruit. Ma première question, qui est responsable de l'attribution de ces permis? Ma deuxième question, quel est notre recours autre que d'appeler le 911 pour nous plaindre? La police nous répond que c'est hors de son contrôle et qu'il en retourne de la Ville de Montréal. Alors que le centre-ville est délaissé et que le Vieux-Montréal a ses défis de gangs de rue et d'itinérance grandissants, est-ce que la Ville croit vraiment qu'il est judicieux de permettre et de tolérer de tels débordements au détriment des résidents, ces payeurs de taxes qui font vivre l'arrondissement? Pour continuer à vivre et dépenser notre argent dans l'arrondissement, nous devons travailler et pour ce faire, il est nécessaire de dormir. Monsieur Routier. Oui, bien, en fait, la situation particulière, là, nous, on n'était pas au courant là, pour les derniers événements. Par contre, vous pouvez faire une plainte formelle là, au 3-1. Nous, on va pouvoir envoyer un technicien en contrôle de bruit. Il va être en mesure d'évaluer le niveau de nuisance avec un sonomètre, puis on pourra faire les démarches de sensibilisation là, requises auprès de la Société du Vieux-Port de Montréal. Puis, en effet, pour répondre à votre première question, il n'y a pas d'ordonnance de bruit qui ont été octroyées pour ce secteur-là.
La prochaine question est de Catherine Raymond-Poirier, du district de Sainte-Marie. Bonjour, j'étais une citoyenne du village et maintenant j'habite l'est de Sainte-Marie et je vais travailler au centre-ville à vélo. L'automne dernier, j'ai fait une visite de l'arrondissement à vélo avec des fonctionnaires et des membres de votre équipe afin de parler des problèmes pour se rendre au centre-ville, même en résidant dans Ville-Marie. Depuis cette rencontre, certains problèmes ont été écoutés. J'ai entendu que la section du Rêve, Vigée, derrière l'ancien hôpital chinois, sera enfin protégée et, plus proche de chez moi, qu'il y aura une piste du Havre qui arrivera cette année, en plus d'un projet sur Hochelaga. Merci pour tout ça. Ça m'aide à voyager de manière plus sécuritaire. Cependant, il y a une section qui est devenue très dangereuse et c'est sur Maisonneuve. À l'est de Lorimier, il y a une grande section avec des bollards qui se font constamment détruire par les automobilistes qui utilisent la piste comme voie de circulation. Est-ce qu'il serait possible d'ajouter une bordure physique pour protéger la piste comme sur le reste de Maisonneuve, s'il vous plaît? Merci. Oui, merci beaucoup pour la question, Mme Raymond-Poirier. Merci pour vos bons mots. On en parlait en début de rencontre. On travaille extrêmement fort pour protéger les usagers les plus vulnérables, que ce soit les piétons, que ce soit les cyclistes, en mettant toutes sortes de mesures en place. On sait qu'il y a beaucoup de pression dans certains quartiers, comme dans l'est de l'arrondissement, dans le centre-sud. On a le pont Jacques-Cartier, il y a les travaux du pont-tunnel. Donc, on sait qu'il y a beaucoup de pression, mais on ne lésine pas sur les efforts pour s'assurer que tout le monde soit en sécurité. Et je tiens à vous rassurer à l'effet que, oui, la piste cyclable de Maisonneuve dans l'est de l'arrondissement sera sécurisée. C'est une question de temps pour qu'on puisse le faire, mais il y a une volonté de prolonger les aménagements physiques de manière à ce qu'il y ait vraiment une séparation entre les usagers de la route pour être certain que tout le monde est en sécurité. Donc, ça s'en vient. Merci beaucoup pour la question. La prochaine question est de Robin Boisvert, du district de Sainte-Marie également. Bonjour, ça fait 5 ans qu'on pose ici la même question pour dénoncer un problème et rien ne change. Il y a un lien cyclable majeur qui manque dans le Vieux-Port entre la piste cyclable Berry et celle qui continue vers le canal La Chine. Votre carte des pistes cyclables indique clairement que la promenade de la commune est un sentier polyvalent où peuvent rouler les cyclistes, mais sur place, il y a des pictogrammes qui indiquent qu'on doit marcher à côté de notre vélo tout le long du Vieux-Port. C'est absurde. Le cabinet de la mairesse nous a répondu par courriel qu'il est permis de rouler à vélo à cet endroit le long de la clôture, B sur la photo, même si un pictogramme indique le contraire. Le service de l'urbanisme et mobilité, eux, nous répondent qu'on doit rouler sur la chaussée en gros pavé dans la rue. Pourriez-vous clarifier et régler cette confusion et faire retirer le pictogramme au minimum? Au moins, on pourra rouler en slalom entre les piétons et les touristes et espérer qu'il n'y a pas de collision. Ou pourriez-vous transformer la partie le long de la clôture en vraie piste cyclable? Oui, c'est un terrain de la Société du Vieux-Port. Depuis 5 ans, vous vous lancez la patate chaude de ce problème entre l'arrondissement, la ville-centre et le Vieux-Port et rien ne se règle. C'est vous, les élus, qui êtes supposés de gérer les dossiers pour vos électeurs. Le printemps arrive. Pourriez-vous vous parler tous ensemble? Qu'est-ce qui sera fait et quand? Merci. Merci beaucoup pour la question, Monsieur Boisvert. Je tiens à vous rassurer. On se parle souvent et on tente tout comme vous, de trouver une solution dans ce secteur-là, qui effectivement est un secteur où il y a beaucoup de conflits d'usage et pour lequel on souhaiterait vraiment qu'il y ait un lien sécuritaire dédié, de manière à répondre aux besoins de tous les usagers, dont les 10 000 cyclistes qui circulent par jour l'été sur ce tronçon-là. Je sais que vous ne serez pas satisfait de la réponse, mais n'en demeure pas moins que nous ne sommes pas sur notre territoire. Donc, les discussions ont lieu. On est en échange constant avec la Société du Vieux-Port. Or, vous comprendrez qu'on n'a pas non plus les pleins pouvoirs sur un terrain qui ne nous appartient pas. Mais on continue les discussions et on s'assurera, encore une fois, de passer vos préoccupations ainsi que celles de nombreux citoyens et citoyennes du secteur à notre partenaire. Merci beaucoup. La prochaine question est de Carl Saint-Denis, du district de Sainte-Marie. Bonjour, je souhaiterais connaître les développements en lien avec les virages illégaux sur la rue Logan en provenance de l'avenue de Lorimier. Le virage à gauche à cet endroit n'est pas sécuritaire en raison des bacs de plantation du terre-plein qui empêchent de voir les piétons qui traversent l'avenue de Lorimier dans l'axe nord-sud.
L'interdiction de virage, malgré les interventions du SPVM, n'est toujours pas respectée. J'avais filmé 60 infractions en 55 minutes seulement l'automne dernier. L'agent de quartier en sécurité routière Tuan Yin ainsi que le commandant Théberge du poste 22 m'ont expliqué intervenir dans la mesure de leur capacité et qu'il appartenait à l'arrondissement de voir s'il sera possible de bloquer physiquement le virage à gauche à cet endroit. Étant donné les comportements délinquants qui ne fléchissent pas et qu'il est possible de tourner à gauche sécuritairement avec un feu clignotant 200 mètres plus au sud, coin Sainte-Catherine, pourrait-on envisager de passer à l'action rapidement à cette intersection? Merci beaucoup pour la question, M. Saint-Denis. On a d'ailleurs eu l'occasion d'en discuter hier soir là, lors d'une séance d'information pour un autre beau projet qui s'en vient. Je vais réitérer là, pour le bénéfice de tous les citoyens et citoyennes ce que je vous ai dit hier. On est très conscient de la problématique. On a eu des échanges avec le SPVM à cet égard-là. Puis effectivement, là, la mairesse le mentionnait d'entrée de jeu, on ne peut pas mettre des policiers à chacune des intersections sur lesquelles il y a de la délinquance parce que ça en prendrait beaucoup. On est à regarder là, certaines interventions physiques qui pourraient être faites. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de demandes. Là. On va pouvoir bientôt communiquer d'ailleurs notre plan de sécurisation de 2025, mais sachez que la problématique est connue puis qu'elle est en ce moment étudiée par les équipes de la mobilité de l'arrondissement, puis on espère pouvoir vous revenir avec une solution concrète et physique dans la rue prochainement. Merci beaucoup. Merci. Il reste 2 questions qui proviennent de citoyens hors arrondissement. Donc, la prochaine question est de Zita Berger. Étant donné l'approbation de prolonger les heures d'ouverture des cafés-terrasses du centre-ville de Montréal, comment l'arrondissement assurera-t-il le respect de la réglementation actuelle en matière de bruit, particulièrement en fin de soirée? Quelles mesures spécifiques seront mises en place pour atténuer les nuisances sonores potentielles pour les résidents et les entreprises à proximité? Est-ce que, M. Routier, vous pourriez donner des éléments de réponse? Oui, bien, en fait, là, dans les expériences des dernières années, il n'y a pas eu de plainte. Nous, on n'a pas reçu de plainte concernant le bruit. Là, on a fait les validations avec le SPVM. Il n'y en a pas eu de ce côté-là non plus. Donc, ben, pour l'instant, on continue dans la même lignée, là, puisqu'il n'y a pas d'enjeu de cohabitation. Puis, comme pour l'autre citoyenne, s'il y a des problèmes de cohabitation, mais vous pouvez le signaler au 3-1. Puis, de la même façon, le technicien en contrôle du son pourra venir faire les mesurages, puis on prendra action. Ce ne sera pas bien long. Il semble manquer une question. Oui, effectivement. Il nous manque une question d'un citoyen de l'arrondissement, M. Anthony Arnaud. Alors, en fait, 2 questions. Alors, je vais poser les 2 prochaines questions. Je vais lire les 2 prochaines questions. Madame la mairesse, vous avez récemment qualifié la situation de l'itinérance à Montréal de crise humanitaire et accusé le gouvernement du Québec de fermer les yeux face à cette problématique. Pourtant, le gouvernement provincial affirme avoir augmenté les investissements dans les services aux personnes en situation d'itinérance. Les ressources actuellement déployées sont-elles mal adaptées aux réalités montréalaises ou s'agit-il plutôt d'un problème de coordination entre les différents paliers de gouvernement? Quelles solutions concrètes et immédiates proposez-vous pour atténuer cette crise et quels seraient les 3 premiers gestes que vous souhaiteriez voir posés par le gouvernement provincial, car l'inaction de nos politiques à tout niveau tue? 2e question. Notre quartier fait face à une hausse d'incivilité et de délits mineurs liés à l'itinérance. En février, plusieurs immeubles ont subi des intrusions nocturnes qualifiées d'introduction par effraction avec circonstances aggravantes selon le code criminel. Les interventions policières se limitent à faire sortir les contrevenants sans autres conséquences. Pourquoi, malgré l'augmentation des vols de courriers, boîtes forcées et trafic de stupéfiants, aucune stratégie efficace n'est mise en place? Existe-t-il une directive d'indulgence du SPVM envers les personnes itinérantes commettant ces infractions? Comment comptez-vous rétablir la sécurité tout en maintenant une approche humaine face à la vulnérabilité? Merci beaucoup, M. Arnaud, pour vos questions. Bien, tout d'abord, pour nous, on l'a dit sur toutes les tribunes, la solution est très claire. C'est d'avoir un plan national pour l'itinérance en intervention pour justement bien coordonner les actions, donc un plan provincial et faire en sorte qu'on puisse avoir des investissements des gouvernements supérieurs en quantité suffisante sur le territoire. Si vous me demandez 3 éléments prioritaires auxquels on s'attendait du gouvernement, bien, d'une part, c'est un fonds pour les infrastructures communautaires. Les groupes ont besoin de bâtiments adaptés qui puissent répondre à des populations qui sont très, très vulnérables. Le temps des sous-sols d'église est révolu, là, quand on a des gens qui sont en décompensation avec des enjeux de santé mentale, des enjeux de consommation assez graves. Ça nous prend des bâtiments adaptés. On doit financer nos organismes communautaires comme on finance notre réseau de santé. 2e mesure, revoir le financement justement des organismes communautaires
communautaire, arrêter cette approche par projet, y aller pour un financement à la mission. C'est vraiment notre résilience à Montréal, le réseau communautaire. On doit les soutenir à hauteur du défi auquel ils font face à tous les jours. Troisième élément, un financement qui a été retiré à Montréal, des équipes mixtes, du SPVM, de la STM. On le sait et ça répond un peu à votre deuxième question. C'est bien souvent, travailler humainement, c'est travailler en équipe. On a des projets qui font, qui sont des références à l'international. Malheureusement, qui, faute de financement, ne sont plus sur le terrain. On a besoin de ces bots-là spécialisés sur le terrain. Donc, pour nous, on continue avec nos équipes municipales, mais il faut que le gouvernement du Québec aussi appuie les interventions du communautaire et de la ville à cet égard. Pour ce qui est des interventions du SPVM, il n'y a pas d'intervention particulière. Là. Ils appliquent la réglementation pénale en vigueur, mais on le font effectivement toujours de façon diligente à cet égard-là. S'il y a eu des manquements, vous pouvez faire des plaintes officielles et je pense que vous avez vraiment les contacts. Sinon, on pourra vous les référer avec grand plaisir. La dernière question de M. Anthony Becker. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je voudrais connaître quand les travaux seront-ils terminés pour la partie de la voie cyclable sur Saint-Antoine entre Guy et Lucien-Lallier, malgré les pancartes vertes qui indiquent aux automobilistes de laisser l'espace entre le trottoir et leurs autos stationnées. Il y a toujours des lignes au sol à côté du trottoir pour le stationnement. Sous question liée, quand est-ce que l'arrondissement va repeindre les lignes pour indiquer la bande cyclable sur Guy? Veuillez agréer l'expression de mes sentiments les meilleurs. Merci beaucoup pour la question, M. Baker. Là, je tiens à vous rassurer, les travaux sur la rue Saint-Antoine vont reprendre rapidement et seront donc terminés. On a dû faire une pause là, pendant la saison hivernale, mais parce qu'on était rendu à des interventions là, qui ne pouvaient pas se faire pendant l'hiver. Donc, on va venir compléter là, les travaux dès ce printemps. Puis pour le marquage, en fait, on le refait à chaque année. Là. Donc, on a en ordre de priorité là, différentes interventions, mais tout le marquage est refait. Là. Donc, dès que la saison hivernale sera terminée, là, les équipes vont se mettre au travail pour le marquage. Donc, ce sera fait ce printemps comme à chaque année. Merci beaucoup pour la question. Alors, c'est oui. Je pense qu'on a... y a-t-il une autre question? Non, c'est terminé. Ah oui, d'accord. On ne voudrait pas oublier personne. Donc, je vous remercie beaucoup pour cette période de questions de celles et ceux qui se sont déplacés et ceux et celles en ligne. Et ça va nous permettre, en fait, on arriverait au point 10.05, qui est la période de questions des membres du Conseil. Pas de questions, parfait, merci. Et pour l'ordre du jour régulier, je vais vous laisser, Madame Lemieux, continuer la lecture. Merci, Madame la mairesse. Donc, réunion pour étude et adoption des articles 10.06 et 10.09. 10.06, adopter le procès-verbal de la séance du Conseil d'arrondissement du 11 février 2025. 10.07, prendre acte du dépôt du procès-verbal de la réunion du Comité consultatif du urbanisme tenue le 13 février 2025. 10.08, prendre acte du dépôt du procès-verbal de la réunion du Comité d'étude des demandes de démolition du 25 février 2025. Prendre acte du dépôt du rapport de la séance d'assemblée publique de consultation du 26 février 2025. Donc, la réunion des points est proposée par Mme Sophie Mosrol, appuyée par Mme Hassan Cournol. Des commentaires? Cette proposition est donc adoptée. Prochain point est un point seul, 12.01. Approuver la catégorisation obtenue par la Fondation JIA en vertu de la politique d'accès au soutien de Ville-Marie, et ce, jusqu'au 31 décembre 2028. Proposé par Mme Sophie Mosrol, appuyée par Mme Hassan Cournol. Des commentaires? Cette proposition est donc adoptée. Réunion pour étude et adoption des articles 20.01 à 20.10, proposé par Mme Sophie Mosrol, appuyée par Mme Hassan Cournol. 20.01. Autoriser une affectation de 94 734,63 $ net de ristourne en provenance des revenus reportés parcs et terrains de jeu. Accorder 2 contrats à Pépinière Rougemont Incorporée et Pépinière Dominique Savio Limité au montant respectif de 99 418,88 $ et de 4 327,89 $ taxes incluses pour la fourniture et la livraison d'arbres pour le printemps 2025. Autoriser une dépense maximale de 103 746,77 $ taxes incluses. 20.02.
Autoriser une affectation de 56 810,62 net de ristourne en provenance des revenus reportés Parc et terrain de jeu. Accorder 6 contrats à Jardin Michel Corbeil, Pépinière Villeneuve Incorporée, Pépinière Lemay, Pépinière Abbotsford, Pépinière Kramer, Pépinière Casse-Noisette, au montant des items les concernant pour l'acquisition et la livraison de vivaces, arbustes et petits arbres pour l'année 2025. Autoriser une dépense maximale de 135 624,61 taxes incluses. 20.03. Accorder un contrat à 90322454 Québec Inc. Techniparc pour les services d'entretien horticole et maintien de la propreté du square Dorchester et de la place du Canada pour une période de 12 mois, soit du 1er avril 2025 au 30 mars 2026, autoriser une dépense maximale de 162 354,02 taxes et contingences incluses, appel d'offres public 24-20799, 5 soumissionnaires conformes. 20.04. Autoriser une affectation du fonds de stationnement de 40 024 net de ristourne, accorder un contrat de gré à gré à GG Inox Inc. pour l'achat de supports à vélo, autoriser une dépense pour une somme maximale de 43 805,48 taxes incluses. 20.05. Accorder un contrat de gré à gré à Groupe Information Travail Inc., GIT, pour la coordination et la mise en œuvre du plan de propreté 2025 dans le secteur de Sainte-Marie et autoriser une dépense maximale de 219 932 taxes incluses, approuver un projet de convention à cette fin. 20.06. Accorder à même le budget de fonctionnement des contributions à divers organismes pour un montant total de 31 500 20.07. Approuver la convention se terminant le 31 décembre 2025 avec l'Espace Maker pour le développement et le maintien de projets collectifs en transition socio-écologique et accorder une contribution financière de 58 000 20.08. Approuver les conventions se terminant le 31 mars 2026 avec la Corporation de développement communautaire Centre-Sud, Interaction du quartier Peter McGill et la table de concertation du Faubourg Saint-Laurent pour soutenir leurs actions en développement social des quartiers. Accorder dans le cadre du Fonds de soutien en développement social une contribution totale de 75 000 20.09. Approuver la convention se terminant le 31 mars 2026 avec la table ronde du quartier chinois dans le cadre du plan d'action 2021-2026 pour le développement du quartier chinois et accorder une contribution maximale de 125 000 taxes incluses. 20.10. Approuver les conventions se terminant le 31 mars 2026 avec divers organismes dans le cadre de l'édition 2025 du programme de soutien financier aux initiatives culturelles et accorder une contribution totale de 158 600 Des commentaires? Cette proposition est donc adoptée. Réunion pour étude et adoption des articles 20.11 à 20.14. 20.11. Proposé par Mme Moserol, appuyé par Mme Hassan Cournol. 20.11. Approuver les conventions se terminant le 31 décembre 2025 avec plusieurs organismes dans le cadre de l'édition du Fonds de soutien aux organismes culturels œuvrant dans Ville-Marie et accorder une contribution totale de 215 000 20.12. Approuver la convention se terminant au plus tard le 31 décembre 2025 avec la Société de développement commercial Montréal Centre-Ville pour la réalisation de 3 projets dans le cadre du programme de soutien financier au développement économique et commercial de Ville-Marie 2025-2027 et accorder une contribution totale de 375 000 20.13. Approuver la convention se terminant au plus tard le 31 décembre 2025 avec la Société de développement commercial du Vieux-Montréal pour la réalisation de 4 projets dans le cadre du programme de soutien financier au développement économique et commercial de Ville-Marie 2025-2027 et accorder une contribution totale de 403 000 20.14. Approuver la convention se terminant au plus tard le 16 novembre 2025 avec la Société de développement commercial du village pour la réalisation d'un projet dans le cadre du programme de soutien financier au développement économique et commercial de Ville-Marie 2025-2027 et accorder une contribution totale de 215 000 Des commentaires? Cette proposition est donc adoptée. Les points 30, administration et finances. Donc, réunion pour étude et adoption des articles 30.01 à 30.05, proposés par Mme Sophie Moserol et appuyés par Mme Hassan Cournol. 30.01. Prendre acte du dépôt des rapports sur l'exercice des pouvoirs délégués aux fonctionnaires système GDD et Simon pour la période du 1er au 28 février 2025.
30.02. Autoriser une dépense et affecter les surplus d'un montant de 2 145 125 $ net de ristourne pour la bonification des activités liées à la propreté sur le territoire de l'arrondissement de Ville-Marie pour l'année 2025. 30.03. Autoriser une dépense de 1 550 $ pour la participation de l'arrondissement de Ville-Marie au 39e Grand Prix du Conseil des arts de Montréal. 30.04. Accepter, en vertu de l'article 85.1 de la Charte de la Ville de Montréal, RLRQ chapitre C 11.4, l'offre de l'arrondissement de Rosemont-la-Petite-Patrie de prendre en charge les activités d'entretien, d'éclairage et de signalisation et du marquage de la chaussée pour l'année 2025. 30.05. Prendre acte de la reddition de comptes en lien avec les objectifs visés par les différents programmes de soutien financier de l'arrondissement de Ville-Marie pour l'année 2024. Des commentaires? Cette proposition est donc adoptée. En réglementation maintenant, réunion pour étude et adoption des articles 40.01 à 40.10, proposés par Mme Moserol, appuyés par Mme Hassan Cournol. 40.01, approuver des initiatives culturelles, autoriser l'occupation du domaine public et édicter les ordonnances du 16 mars 2025. 40.02, édicté en vertu du règlement sur les nuisances occasionnées par des travaux de construction, CA 24-102, une ordonnance autorisant les nuisances occasionnées par les travaux de construction sur le domaine public pour la phase 3 du projet du réaménagement de la rue Sainte-Catherine-Ouest sur l'avenue McGill College, entre l'avenue Cathcart et le boulevard de Maisonneuve-Ouest, à raison de 24 heures sur 24 tous les jours de la semaine, incluant les jours fériés, et ce, du 19 janvier 2026 au 30 juin 2028. 40.03. Édicté en vertu du règlement concernant la paix, l'ordre et l'ordre sur le domaine public, RRVM chapitre P1, une ordonnance décrétant l'autorisation d'exploiter certains cafés-terrasses du centre-ville de Montréal entre 23h et 3h pour la saison estivale 2025. 40.04. Édicter les ordonnances dans le cadre de la piétonisation 2025 afin de prohiber la circulation véhiculaire avec exception sur plusieurs tronçons de rue et autoriser l'occupation du domaine public. 40.05. Autoriser l'exercice d'un usage conditionnel parc de stationnement public intérieur pour les 3 niveaux souterrains du bâtiment situé au 1155 boulevard René-Lévesque-Ouest, conformément à la procédure des usages conditionnels du règlement d'urbanisme de l'arrondissement de Ville-Marie 01282, CIBC. 40.06. Autoriser l'exercice d'un usage conditionnel occupation événementielle relativement à des activités et des événements à caractère socio-culturel accessibles au public pour les programmes de 2025 à 2027 sur le lot 1-423-912 situé au coin des rues Ontario-Ouest et Partenay, conformément à la procédure des usages conditionnels du règlement d'urbanisme de l'arrondissement de Ville-Marie. Il s'agit de la place de la création. 40.07. Adopter le règlement modifiant sur les le règlement sur les tarifs exercice financier 2025, CA 24-390, afin d'ajuster les tarifs pour l'affichage relatif à une demande d'usage conditionnel pour adoption. 40.08. Adopter le règlement modifiant le règlement autorisant un emprunt de 5 153 000 $ pour la réalisation du programme de réfection routière dans le cadre du programme décennal d'immobilisation 2024-2033 de l'arrondissement de Ville-Marie, afin d'augmenter le montant de l'emprunt à 14 179 000 $ pour adoption. 40.09. Adopter une résolution autorisant la construction d'un agrandissement dont la hauteur et la densité sont supérieures au maximum autorisé par le règlement d'urbanisme de l'arrondissement de Ville-Marie pour le bâtiment situé au 1025 rue Lucien-Lallier, conformément au règlement sur les projets particuliers de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble. C'est l'immeuble Guaranteed Pure Milk pour adoption. 40.10. Adopter une résolution modifiant la résolution CA 22-240196 et autorisant par phase la réalisation d'un projet de redéveloppement pour les immeubles situés sur les lots 5340 313 1284 522 182 586 1284 523 1182 583 1284 530 1182 624 1063 171
1-296-251 et du PC 01749 formé des lots 1-182-582, 1-288-633, 1-288-634, 1-288-635 et 1-288-636. Conformément au règlement sur les projets particuliers de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble, site Molson. Adoption, Madame la mairesse. Donc, des commentaires. Cette proposition est donc adoptée. Réunion pour étude et adoption des articles 40.11 à 40.15, donc proposés par Mme Mozerol, appuyés par Mme Hassan Cournol. 40.11. Adopter une résolution autorisant la superficie d'une enseigne pour le bâtiment situé au 24-22 boulevard de Maisonneuve-Est. Conformément au règlement sur les projets particuliers de construction, de modification ou d'occupation d'immeubles, donc adoption. 40.12, adopter une résolution autorisant la subdivision d'un lot et la construction d'un bâtiment pour l'immeuble situé sur le lot 1 423 898, et ce, en vertu du règlement sur les projets particuliers de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble, CA 24-11, deuxième projet de résolution. 40.13, pardon? Très bien. 40.13, adopter une résolution autorisant pour le bâtiment situé au 1181 rue de la Montagne l'usage restaurant et café-terrasse au 3e étage, conformément au règlement sur les projets particuliers de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble, MAU Montréal, deuxième projet de résolution. 40.14, adopter une résolution abrogeant les résolutions CA 20 240-050 et CA 24 240-371 et autorisant l'affichage pour le bâtiment situé au 1250 boulevard René-Lévesque-Ouest en vertu du règlement sur les projets particuliers de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble. Projet de résolution. 40.15, adopter une résolution modifiant le délai de réalisation aux autorisations accordées par la résolution CA 19-240-290 pour le pavillon temporaire de l'Université Concordia situé au 1535 boulevard de Maisonneuve-Ouest en vertu du règlement sur les projets particuliers de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble, place du savoir, projet de résolution. Des commentaires? Oui, Madame Lemieux, ça va vous permettre de prendre une petite gorgée d'eau. Merci. Je voulais prendre la parole sur le 40.11. D'ailleurs, je tiens à saluer plusieurs femmes du CEAF, donc du Centre d'éducation et d'action des femmes, qui est un organisme extrêmement important dans le quartier, qui viennent prendre acte du passage de leur affiche au conseil d'arrondissement, donc de leur affichage qui est quand même assez important là aussi pour marquer le territoire dans le secteur. J'en profite aussi parce que, bon, on est tout juste une semaine après le 8 mars pour les remercier et réitérer leur engagement à l'égard de la sécurité des femmes dans l'espace public. C'est un travail, entre autres, dans l'espace public. Ils le font aussi par rapport à la sécurité, entre autres, dans les habitations, la sécurité du logement. Mais je tiens à saluer et à remercier toutes les femmes du CEAF pour leur engagement continu, récurrent, rigoureux pour sécuriser les femmes dans l'espace public et dans l'espace privé. C'est vraiment un travail colossal qui est fait. On en est très reconnaissant et on va continuer à contribuer du mieux qu'on peut à vos efforts, mesdames. Donc, merci d'être avec nous ce soir et tous les jours de l'année. Merci. Donc, cette proposition est donc adoptée. Les prochains points sont des avis de motion, Madame la mairesse. Oui, merci beaucoup. Donc, le 40.16, adopter le règlement modifiant le règlement sur les tarifs exercice financier 2025 afin d'y insérer les tarifs relatifs à la location des locaux du centre SANAC. C'est un avis de motion et un dépôt. Le 40.17, adopter un règlement modifiant le règlement sur le civisme, le respect et la propreté afin de régir les heures de collecte privées dans certains secteurs de l'arrondissement de Ville-Marie. C'est un avis de motion et un dépôt. Et enfin, le 40.18, adopter un règlement modifiant le règlement d'urbanisme de l'arrondissement de Ville-Marie.
et le règlement sur la démolition d'immeubles, afin notamment d'adopter des dispositions de zonage différencié, d'intégrer des dispositions favorables au logement social et au logement abordable et de corriger des dispositions de transition écologique. C'est un avis de motion, puis on a bien hâte de vous en reparler bientôt. On va faire ça juste comme ça. Des commentaires? C'est parfait. Alors, en fait, on va de l'avant. Effectivement. Les prochains points sont des points seuls. Donc, le 40.18.1, qui est en fait l'adoption du premier projet de règlement. Le règlement modifiant le règlement d'urbanisme de l'arrondissement de Ville-Marie 01282 et le règlement sur la démolition d'immeubles afin notamment d'adopter des dispositions de zonage différencié, d'intégrer des dispositions favorables au logement social et au logement abordable et de corriger des dispositions de transition écologique. Donc, adoption du premier projet de règlement proposé par Mme Mozerol et appuyé par Mme Hassan Cournol. Des commentaires? Allez-y. Je demandais s'il y avait des commentaires. Alors, la proposition est donc adoptée. Ça nous amène au 40.19, le point ajouté à l'ordre du jour aujourd'hui. Donc, c'est édicté en vertu du règlement sur la circulation et le stationnement RRVM chapitre C 4.1, une ordonnance limitant la vitesse à 30 km/h en tout temps à proximité des établissements scolaires, proposée par Mme Mozerol, appuyée par Mme Hassan Cournol. Des commentaires? On est content. Bravo! Cette proposition est donc adoptée. Alors, merci beaucoup. Et c'est donc le 70.01, c'est la levée de la séance. Je vous rappelle que la prochaine séance ordinaire du Conseil aura lieu mardi le 8 avril 2025, ici même dans la salle du Conseil, située au rez-de-chaussée du 800 boulevard de Maisonneuve-Est. Et je remercie tous ceux et celles qui se sont présentés ce soir et merci à l'ensemble des équipes pour leur travail. Bonne fin de soirée tout le monde. Merci, bravo.